6h-9h, Paléo Futur. Antoine Drou, Laurent Haug. Laurent Haug, bonjour. Bonjour Antoine. Laurent Haug, vous êtes investisseur en technologie numérique, vous êtes surtout pour la RTS pour la première, notre paléofuturiste en chef. Avec vous, dans cette émission, on explore le passé pour mieux comprendre, en fait, notre époque trépidante, notre 21e siècle trépidant. Aujourd'hui, on va parler du tourisme du passé et des influenceurs du passé. Le tourisme, les vacances, c'est un peu une évidence quand on est né après les années 1940, mais en fait c'est une notion qui est assez récente et c'est une industrie qui a déjà fait plusieurs allers-retours entre différentes extrêmes. D'abord le tourisme, c'est un vrai luxe, c'est réservé à une petite élite. Ensuite arrive le fameux front populaire, il y a une massification du phénomène et puis avec l'apparition des avions, des clubs un peu haut de gamme, ça redevient pour certains en tout cas un luxe et puis arrivent les low cost, on bétonise un petit peu les côtes et donc on retombe dans la masse. Aujourd'hui, on recherche l'autre extrême, on va essayer de se déconnecter, d'aller vers la nature, d'aller vers les choses authentiques. Donc c'est très intéressant, on oscille comme ça entre différentes limites et on sent qu'il y a de la matière pour les paléofuturistes. Que serait l'accueil à bord d'un avion sans la présence d'une hôtesse de l'air ? Notre avion possède une charmante hôtesse de l'air, Gudrun. Alors selon vous, la vie est plus plaisante étant hôtesse à bord d'un charter qu'à bord d'une ligne régulière ? Je ne connais pas les différences du fait que je n'ai jamais travaillé dans une compagnie de ligne, mais je suis persuadée que c'est certainement plus intéressant, plus varié. Alors on rembobine un peu. Avant les touristes, il y avait quoi ? Il y avait rien. Voyager, c'était compliqué, c'était dangereux. Il y avait les aléas des transports, des moyens de transport qui n'étaient pas aussi confortables qu'aujourd'hui. Il y avait la météo qui pouvait poser pas mal de problèmes quand on se déplaçait. Et puis il y avait beaucoup de crimes sur les routes. Donc en fait, quand on bougeait, c'est qu'on avait un but, que ce soit du commerce, de la conquête, de la diplomatie, de l'espionnage. Donc les premiers voyages sont semi-mythiques comme l'Odyssée d'Ulysse par exemple. Arrive un certain Hérodote. 5 siècles avant Jésus-Christ, il part pendant 10 ans de voyage dans l'arc méditerranéen. C'est un anthropologue, c'est un géographe, c'est un ethnographe, c'est un historien. Lui-même ne va pas s'appeler comme ça, mais rétrospectivement, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de curiosité, qui regarde le monde à travers différents prismes. Et puis, il rentre de ce voyage et il commence à donner des conférences à Athènes autour de ses enquêtes, les historias. Et il est même rémunéré pour ça 10 talents, ce qui est une somme énorme. Ça rappelle les conférenciers d'aujourd'hui qui se baladent, qui accumulent des savoirs et puis qui se font payer pour le restituer. Et peut-être vous avez entendu ça, les séries Connaissances du Monde, c'était dans les années 80, des scientifiques qui venaient montrer un film et qui le commentaient, des noms un peu magiques comme ça, comme Arun Taziev, Charcot, Cousteau, etc. C'est un peu passé de mode dans les années 80, mais c'était la même idée. C'est, si vous voulez, un départ vers une conception entièrement nouvelle de la plongée, l'occupation permanente du fond des mers. En fait, avec Hérodote, c'est un flux Twitter avant l'heure, puisqu'il décrit littéralement tout ce qu'il voit. Il filtre quasiment rien, il parle des us et coutumes, des croyances, de l'apparence physique, des rapports sociaux, c'est truffé d'anecdotes. Il partage ses itinéraires et les temps de voyage, donc il invente quelque part la carte Michelin. Il dresse la liste des fameuses 7 merveilles du monde, donc il est un petit peu le premier guide touristique qui dit les endroits où il faut absolument aller. On lui reprochera même d'être l'ami des barbares. Alors c'est peut-être le premier à entendre un reproche qu'on fait souvent aux journalistes, aux gens qui partent sur le terrain. Il y a eu ça pendant la guerre du Golfe, les journalistes qu'on voyait sur les chars d'assaut, les journalistes gonzo, ça pose un peu cette question. Voilà, quand on raconte, est-ce qu'on est complice, est-ce qu'on fait la promotion, est-ce qu'on valide la culture sur laquelle on témoigne ? Laurent, si je vous suis bien, Hérodote, c'était déjà 5 siècles, vous avez dit 5 siècles avant Jésus-Christ, Hérodote était déjà un influenceur et c'était même pas le seul influenceur. Il y en avait plusieurs. Il y avait Pythéas, par exemple, qui était un grec de Marseille, le premier à monter vers le nord, lui, c'est ce qui l'a intéressé. Et par exemple, il a décrit les marées, qui étaient inconnues, qui le sont toujours d'ailleurs en Méditerranée. Il a parlé du cercle polaire, de la banquise. Il y en a un aussi dont vous avez entendu le nom, Pline l'Ancien, qui est un naturaliste qui va explorer, lui, l'Empire romain et qui va publier la fameuse Histoire naturelle. On voit, c'est un livre, rien que le nom Histoire naturelle nous montre que l'influence continue de 2 millénaires après, et puis c'est en fait une des premières encyclopédies. Pline l'Ancien, Pythéas, Hérodote,
quel point commun entre ces trois influenceurs du passé? C'est des gens qui vont témoigner de tout. Ils vont parler de la géographie, ils vont parler des systèmes politiques, des religions, des mœurs, du droit. Ils essayent vraiment d'avoir une objectivité. Il y a un souci d'objectivité. Alors il y a bien sûr des imprécisions, des naïvetés. Ça arrive déjà à cette époque. Et puis leur influence est tout de même assez limitée. Ils pèsent sur la pensée des intellectuels, des politiques, des entrepreneurs, des militaires, mais ils n'ont aucune influence sur le vulgus pecum, les masses populaires. Plinius Secundus à son cher Vespasien César, salut. C'est de mes livres d'histoire naturelle, ouvrage nouveau pour les muses de tes Romains et dernier né de ma production que je veux t'entretenir dans cet épître plutôt libre, très gracieux empereur. À partir de quel moment ces voyageurs deviennent des conquérants? Le plus connu, c'est un certain Christophe Colomb, en 1492, qui découvre, il faut mettre les guillemets, l'Amérique. Le fait que ce soit lui qui découvre l'Amérique, c'est une vision très européenne. En fait, ce sont des zones qui sont habitées depuis longtemps. Il y a déjà des Vikings qui ont traversé au Xe siècle. Entre le XVe et le XVIIe siècle, il y a aussi d'autres grands conquérants et découvreurs qui vont être Vasco de Gama, qui va être le premier à contourner l'Afrique, qui va créer le lien maritime entre l'Europe et l'Inde en 1498. Et puis il y a Magellan, qui fait le premier tour du monde. Alors, voyageurs, conquérants, et puis après ça se gâte, hein, il faut le dire, il faut le rappeler sans cesse, ça se gâte parce que ces gens deviennent des pillards. En fait, les expéditions sont financées par les États qui cherchent à avoir du prestige, de la puissance, de l'influence, à accumuler des richesses, à ouvrir des colonies. Et donc, les États ont besoin d'un retour sur investissement. Alors, on demande en effet d'aller piller les populations locales et ça a des conséquences dramatiques. Destruction des civilisations précolombiennes par les conquistadors qui amènent aussi des maladies contre lesquelles les locaux ne sont pas immunisés. On pense que 50 à 90% des Amérindiens disparaissent. Et en fait, ces voyageurs ont assez peu d'état d'âme, ils se sentent supérieurs par rapport au peuple qu'ils trouvent. Et ça, finalement, c'est un problème récurrent qu'on a encore aujourd'hui. C'est quand il y a deux cultures qui rentrent en collision, quand il y a peut-être des niveaux de développement économique différents. Ça rappelle un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec les Indiens sur le territoire américain et on est en train de leur mettre des pipelines sur leur territoire et du coup, ils se font exproprier de leur propre terrain. Laurent, on fait un bond en avant, 18e, 19e siècle, on en arrive sur les voyageurs savants. Cook, Bougainville, La Pérouse, des noms un petit peu mythiques, et eux, ce qu'ils recherchent, c'est la connaissance, c'est l'âge d'or des encyclopédies. On va essayer de classifier, de découvrir la faune et la flore, on va faire de l'astronomie. Il y a un cas très connu, c'est le voyage de 5 ans du Beagle, entre 1831 et 1836, avec à son bord un certain Charles Darwin, qui conçoit la théorie de l'évolution. Donc à ce moment-là, le voyageur étudie, organise, il pense le monde, et il le change. Arrive un autre phénomène en parallèle, une innovation technologique qui va changer les choses, c'est les premiers médias de masse, alors les journaux de vulgarisation comme le Magazin Pittoresque, l'illustration, le National Geographic qui est créé en 1888, et puis on commence à faire des conférences, on commence à ouvrir des musées, et donc le monde est prêt pour la naissance d'un nouveau phénomène. Ce phénomène, il s'appelle tout simplement tourisme. Ça vient de l'expression le grand tour, c'est une mode dans la bourgeoisie aisée d'envoyer la jeune génération voyager en Europe, surtout les Anglais qui envoient leurs enfants voyager autour de Rome. C'est pour finir l'éducation au contact des grandes œuvres d'art. On va visiter les lieux incontournables. Les premiers émois, les premiers ébats aussi se passent à ce moment-là. C'est une sorte de rite de passage à l'âge adulte, comme aujourd'hui en Australie, en Amérique du Nord, il va y avoir le gap year ou l'année sabbatique, des jeunes diplômés qui partent faire un tour du monde au terme de leurs études pour s'ouvrir l'esprit. On voyage souvent en groupe de 5 ou 6 avec un tuteur qui est un guide, et des gens comme Byron, Dumas, Goethe se sont formés ainsi. Et un dernier regard sur le grand tour, Daniel Rosis. Attention, c'est compliqué. Au XVIIIe siècle, on appelle grand tour un mécanisme d'horlogerie qui a été inventé à Tours, chez l'horloger Noriet, par un ouvrier qui s'appelait Prosper Robert. Mais attention, le grand tour n'a rien à voir avec la ville de Tours. Prosper Robert épousera la fille d'un autre horloger, Cécile Églantine Houdin.
donc par un tour de passe-passe, il prendra le nom, c'est le fameux prestidigitateur Robert Houdin, dont les grands tours de magie n'ont rien à voir avec le grand tour inventé par son père. C'est une pure coïncidence. Oui, là, le voyage a quand même une très forte relation avec le statut social. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça, de partir avec un tuteur. C'était le bon vieux temps, Antoine, où on n'était pas embêté par les gens partout dans les avions, où on était tranquille. Non, le grand tour, c'est vrai que c'était la preuve d'un certain niveau de vie et de culture. C'était une façon de montrer qu'on avait voyagé. C'est comme aujourd'hui, quand vous croisez un de vos collègues avec un petit bracelet indien et vous lui dites « Ah, toi aussi, tu as été à Goa ». Il y a encore des petits bracelets indiens. Oui, plus que jamais, ça coûte très très cher. Formation politique, on allait comparer les systèmes des États. C'était encore donc réservé à une noblesse qui se destinait peut-être à des fonctions publiques. On ramenait aussi des souvenirs, alors des antiquités, des bibelots, des peintures devant des paysages emblématiques. On allait se faire peindre devant le Colisée. C'est une pratique qui a été tuée par la Révolution et les guerres napoléoniennes qui ont rendu beaucoup de ces destinations européennes inaccessibles. Alors, phénomène tourisme, le mot c'est touriste. Touriste qui apparaît en 1800 en Angleterre, on rajoute un E pour faire la version française en 1803, touristeux. Touriste se dit des voyageurs qui ne parcourent des pays étrangers que par curiosité et désœuvrement, se dit surtout des voyageurs anglais en France, en Suisse et en Italie. Donc là, on sort du côté voyage initiatique et culturel puisqu'il faut être désœuvré pour être un touriste et on arrive dans le loisir de masse. Vous écoutez La Première, c'est Paléo Futur avec Laurent Haug. On explore le passé pour mieux comprendre tout ce qui bouleverse notre époque, notre 21e siècle. Et alors là, il y a énormément de nouvelles technologies qui apparaissent. On est quoi, 1830, début 19e à peu près, on va dire ça comme ça. C'est à ce moment-là que, effectivement, quelqu'un a l'idée de vendre du voyage à tout un chacun. On a au XXIe siècle cet exemple de personnes qui ne sont pas du tout liées à une industrie et qui finissent par innover. Elon Musk avait jamais fait de voiture avant de lancer Tesla. Là, déjà en 1841, c'est un peu la même chose. C'est un menuisier qui va inventer l'agence de voyage. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est qu'il doit organiser un aller-retour en train pour 500 personnes de la Ligue de vertu anti-alcoolique. Et donc, il négocie des prix réduits en échange d'une promesse d'occupation des sièges dans le train. Et puis, il crée des voyages en Angleterre et puis en Europe, et son nom est arrivé jusqu'à nous, c'est Thomas Cook. Ah non, c'est il menuisier à la base. À la base, il est menuisier et 10 ans plus tard, il se lance vraiment dans cette aventure et autour de la première exposition universelle, il organise un voyage et c'est 150 000 clients qui achètent les services de Thomas Cook, comme quoi il y a un marché. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que Thomas Cook invente l'offre de services des agences de tourisme moderne? En effet, il choisit les destinations, il vous aide parce qu'il connaît les endroits qui vont correspondre à vos goûts, il s'occupe des réservations, il fait le change et il rédige même des guides qui vont permettre de savoir, de s'orienter une fois qu'on est sur place. En 1868, il invente les coupons échangeables contre des nuits d'hôtel dans un réseau prédéterminé. Alors, ça rappelle nos chèques de voyage, les tickets restaurants, peut-être même les smart box du XXIe siècle. Il a quelques best-sellers qui sont toujours en vogue aujourd'hui. C'est par exemple les Alpes et Paris, qui reste une des grandes destinations mondiales. En 1872, il fait le premier voyage autour du monde. Il parcourt 45 000 km avec ses clients pendant 222 jours. Et petit à petit, il se diversifie. Donc, il y avait le tourisme local, européen. Puis ensuite, on arrive sur le tourisme thermal, balnéaire. Toujours des types de tourisme qui sont en cours aujourd'hui. À force d'envoyer jour après jour des tas de gens en voyage, un groupe d'Allemands et d'Autrichiens, des agents de voyage précisément, ont eu envie eux aussi de s'évader. Ils ont choisi un but, Loesch-les-Bains. C'est donc par un temps bien rébarbatif que nos agents de voyage autrichiens et allemands ont débarqué à Loesch et l'ont visité avec attention, avec plaisir, ne laissant aucun mazo inexploré et ne négligeant aucune curiosité locale. Et là, les lois de l'univers se mettent à l'œuvre. Ce qui commence tout petit devient énorme. Le XXe siècle, c'est la marche progressive vers le tourisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a une accélération du développement des moyens de transport, notamment l'aviation qui apparaît après la Deuxième Guerre mondiale. Ça rapproche encore plus le monde. Et puis, il y a l'apparition des congés payés, où quand on réalise qu'en fait, les vacances, ça crée du bon business. Les gens se déplacent, dépensent de l'argent.
En Suisse, c'est en 1879 que la Confédération donne à ses fonctionnaires les premiers congés payés qui sont à l'époque pour des cures médicales. 1920, loi sur le temps de travail qui commence à parler de vacances. Et ensuite, petit à petit, les cantons instaurent 2 semaines de vacances. Soleure en 1946, Vaud, Genève, Glaris 1947, Zoug 1948, et puis Chafouz qui traîne un petit peu. On travaille dur jusqu'en 1960. En France, il y a le Front populaire en 1936, qui est associé à cette idée de congé payé. Évidemment, cette industrie touristique, au fil des ans, au fil des décennies, elle continue sa mue jusqu'à devenir complètement mature. On prend les mêmes idées, on les pousse un peu plus loin. Alors, certaines conséquences comme la fin de la notion de saison touristique, puisque d'un seul coup on peut aller dans un autre hémisphère et aller trouver du soleil en hiver. L'hôtellerie et la restauration se standardisent, c'est le lot de toute technologie qu'on déploie à grande échelle, donc on commence à trouver des chaînes d'hôtels et de restaurants. Il y a des nouvelles formes de tourisme qui apparaissent, il devient possible par exemple de faire des petits voyages, de partir en week-end, et puis il y a une concurrence des opérateurs qui vont faire du dumping, et petit à petit on va avoir le développement d'une offre low cost. Puis arrive le tourisme 2.0. L'ère numérique, le web collaboratif, ça va encore changer les modèles. Alors la promesse, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire, on va pouvoir réserver soi-même, on va pouvoir directement rentrer en contact avec des gens à l'autre bout du monde. Donc c'est le début d'une phase très difficile pour les agences. Il y a aussi à ce moment-là l'émergence de toutes ces solutions communautaires, le car sharing, le couch surfing, les guides en ligne avec les influenceurs blogueurs qui vont partager leurs voyages et leurs conseils. Il y a toute cette nouvelle génération d'influenceurs qui commence à émerger dans les années 90 avec les blogueurs et puis qui continue aujourd'hui avec les Instagrammeurs, les YouTubeurs. Au début, c'est des gens qui sont considérés comme plus fiables. On pense qu'ils résolvent un problème parce qu'ils sont plus authentiques. Ils ne font pas ça avec une vision commerciale. Ils remplacent même, ces gens fin des années 90, ils remplacent même les guides papier dans la détermination des choix de masse. En fait, ils prennent vraiment l'influence et au passage, en effet, on voit de la fin de ce média qui était finalement pas très pratique pour avoir de l'information quand on se déplace. Donc, ils remplacent petit à petit les hôteliers, on pense à Airbnb, les agences, TripAdvisor et autres, les transporteurs avec l'arrivée des compagnies low cost, que ce soit Southwest ou EasyJet. Mais les premiers problèmes arrivent, ces blogueurs sont des êtres humains et ils cherchent à gagner leur vie et du coup, au passage, ne sont peut-être plus toujours si objectifs. Certains sont payés pour vanter les destinations. Les notations sur les sites internet, au départ, relativement fiables parce que pas encore très utilisées, pas encore identifiées comme étant clés par les commerçants eux-mêmes, commencent à être trafiqués. Quand on commence à douter de l'objectivité des blogueurs, c'est le début du retour vers l'ancien système. On se dit que le peer-to-peer, c'est bien, mais qu'il y a aussi des risques et que c'est finalement pas si mal de repasser par quelqu'un qui vous garantit que la personne qui conduit la voiture à l'arrière de laquelle vous êtes assise a vraiment un permis et les compétences pour le faire. La question, c'est que reste-t-il aujourd'hui du vrai voyage, de ces voyages initiatiques, de ces découvreurs dans un tourisme qui est aussi universel? C'est tout le paradoxe du touriste qui a été décrit par Dean McCannell, un anthropologue qui a publié The Tourist en 1976. Il s'est pas trop cassé sur le titre de son bouquin, mais il dit le touriste cherche l'authenticité immédiate, il veut, ouvrez les guillemets, la vraie vie, et à partir du moment où le touriste arrive dans un endroit, les conditions de cet endroit ne peuvent plus être la vraie vie. Donc c'est vraiment le paradoxe dans lequel le tourisme est toujours coincé. Pourquoi venez-vous au club ? C'est-à-dire que mon mari et moi, on était assez réticents vis-à-vis du club, enfin le côté groupe, tout ça. Et puis de très bons amis à nous, ils sont allés, on s'en venus emballer, alors on s'est dit pourquoi pas. Moi j'ai fait une connerie, je suis venu avec ma femme. Et les contacts humains sont plus faciles, parce que les gens sont plus disponibles. Aujourd'hui, on en arrive presque, Laurent, à ce moment où le tourisme fait carrément moins rêver. Exactement, parce qu'il y a l'impact environnemental. Le tourisme, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre avec les avions, les navires, les routes, etc.
Une ville comme Venise, par exemple, est épuisée et abîmée par ces gigantesques navires qui viennent à quelques mètres des palais. Il y a aussi des conséquences sociétales. Il y a la perte d'identité des pays qui sont visités. Il y a une acculturation, une invasion des modes de vie occidentaux. En tout cas, jusqu'à il y a quelques années, c'était beaucoup les pays occidentaux qui voyageaient. Il y a la prostitution, la folklorisation des sociétés traditionnelles. De nouveau, voilà, ça a des vraies conséquences sociales, le tourisme. Ouais, à un point que ça en devient presque ridicule. À quoi ça sert finalement d'aller voir la chapelle Sixtine en devant faire des pas de 10 cm coincés entre 1000 touristes, la neige artificielle par exemple? On peut se poser la question, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Le musée du Louvre que certains groupes font en 1 heure dans les voyages organisés. Alors il y a même des cas absolument extrêmes. J'adore cette anecdote racontée par le chercheur Rachid Amirou qui racontait qu'il y a un petit village dans le Var où la population c'est surtout des retraités, donc la municipalité les payait pour aller prendre un pastis ou faire une partie de pétanque à l'heure ou débarquer les quarts de touristes. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on arrive un petit peu dans le ridicule et ça pose la question, pourquoi voyage-t-on et pour qui voyage-t-on? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de tomber dans un des travers de notre 21e siècle? C'est que on voyage pour les autres, on voyage pour revenir, ramener un trophée social. Mettre des photos sur Facebook, Instagram. Voilà. Alors, à l'époque, c'était les bibelots et les peintures. Aujourd'hui, c'est les selfies. Rappelez-vous, dans les années 90, comme on se moquait de ces pauvres touristes japonais, on disait mais ils sortent du bus, ils font des photos de tout, ils n'ont pas le temps de voir quoi que ce soit. Finalement, c'est pas qu'ils étaient bêtes, c'est qu'ils étaient en avance, parce que aujourd'hui c'est comme ça que à peu près tout le monde voyage. Et on en arrive à un point, Laurent, où parce que c'est une vraie thématique, hein, c'est un vrai souci. Vous citiez Venise, on peut citer Barcelone. Enfin, il y a des villes, des endroits comme ça qui étouffent, qui n'en peuvent plus de ces touristes. Du coup, on voit même des mouvements anti-tourisme apparaître. C'est la fin du cycle. D'abord, c'est un luxe. Ça n'existe pas trop. C'est une petite niche. Ça devient la masse, et puis tout au bout, un vrai problème social. Aujourd'hui à Barcelone, la campagne Tourist Go Home. Amsterdam, 11 millions de touristes en 2005, 18 millions en 2011. La ville est pas faite pour ça. Il y a plus la place, donc on est en train de prendre des mesures drastiques pour réduire le nombre de visiteurs. Certaines régions du globe, comme les 5 Terres en Italie ou l'île de Pâques, imposent même des quotas de touristes. Voilà, ça vous rappelle quoi? Ça rappelle ce qui se passe aujourd'hui avec les technologies digitales. Cette idée d'early adopter qui devient ensuite la masse, et puis du coup on passe de une pensée que ces technologies sont une opportunité à la pensée actuelle du moment, qui est qu'elles sont peut-être plutôt une nuisance parce qu'elles nous rendent dépendants, parce qu'elles ont créé des problèmes avec la démocratie. Bien sûr, ça n'est pas partout. Il y a aujourd'hui des pays qui sont très contents, qui veulent attirer plus de tourisme. Et puis il y a aussi le développement d'une nouvelle offre. Par exemple, aujourd'hui, une innovation comme le vélo électrique a un grand impact sur les stations de sport d'hiver pendant l'été. D'un seul coup, on va développer une nouvelle forme de tourisme autour d'une innovation. Et aujourd'hui, le luxe, c'est le non-tourisme. Le luxe, c'est de pas partir, en fait. Le luxe, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la déconnexion, c'est le silence, c'est la solitude. Et c'est vrai, ça va être de rester chez soi, d'être bien, d'être implanté dans une communauté locale, de connaître le boulanger du coin. On revient vraiment au début du cycle. Le voyage authentique, d'ailleurs, est beaucoup plus cher aujourd'hui que le voyage de masse. Donc, il y a de nouveau cette notion d'une élite qui a accès à un service différent du service pour les masses. Et puis, ce qu'on cherche, ironiquement, c'est d'aller là où la démocratisation n'a pas fait son œuvre. Oui, c'est assez bizarre, parce que même si on retourne en arrière, on avance quand même. Expliquez. L'innovation continue, donc on revient à des vieilles formes de tourisme, mais on en invente aussi des nouvelles. L'écotourisme, le tourisme humanitaire, alors qui fait grincer pas mal de dents, à raison, me semble-t-il. Le tourisme mémoriel, de retourner sur des grands champs de bataille, pour retourner comme ça vers notre identité, notre histoire. Et il y a même le dark tourism, il y a des gens qui vont visiter des choses comme Tchernobyl. Voilà, c'est finalement une belle illustration de l'innovation dans son ensemble. Il y a des cycles, on revient vers le passé et puis on continue quand même à avancer vers un autre futur. Laurent Haug, investisseur en technologie numérique, paléofuturiste en chef sur La Première pour la RTS. Merci beaucoup, bon week-end. Merci Antoine. Merci également à Jean-Christophe Piot. Paléofutur sur La Première.